Ils sont syriens, ils sont irakiens, ils sont arrivés en France aujourd'hui, des hommes, des femmes venant d'Allemagne, 1000 au total qui seront accueillis sur notre sol d'ici la fin de la semaine. Ils sont arrivés à Champagne-sur-Seine, Cergy-Pontoise, Bonnel, dans les Yvelines, de la guerre à la paix, parole de réfugiés. Je suis si heureux, si surpris. Ici, le pays est beau. Les gens sont sympathiques. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis très content. L'accueil est très chaleureux et je remercie le peuple français. Les réfugiés vont être pris en charge notamment par les associations parmi lesquelles la Croix-Rouge avec l'aide des élus locaux. Ils vont bénéficier d'un logement. On va essayer d'accélérer les procédures pour qu'ils obtiennent les papiers, le statut de réfugié. Ça prendra 3 à 4 mois. Avant de vous faire réagir, Thierry, Nathalie et Routel Krief, on va aller un petit peu plus en avant parce que ces réfugiés heureux de l'accueil qui leur est réservé, justement, ça montre que l'opinion publique a changé. Voilà. Et c'est notre sujet de discussion, notre premier sujet de discussion. C'est l'opinion, donc, étudiée par Elab pour BFM TV. 53% des Français disent oui à l'accueil. La semaine dernière, cette opinion, elle était inverse. C'était 56% des Français qui étaient contre cette arrivée. Donc finalement, les Français, comme François Hollande, comme bon nombre de responsables politiques, eh bien, ils ont réagi à l'émotion médiatique, l'émotion de la photo du petit Elan échoué sur une plage. Ce corps a dicté le changement d'opinion, selon vous, au Routel Krief ? À l'émotion, mais aussi à la pédagogie qui a commencé à être faite, à l'explication. L'explication sur la différence entre migrants économiques et réfugiés politiques, au rappel des traditions d'accueil de la France tout au long de l'histoire. Robert Badinter, à ce siège même il y a une demi-heure, rappelait que c'est inscrit dans la Constitution. La Constitution, qu'en 1946, on décide d'inscrire haut et fort le droit d'asile. Oui. Donc, c'est pas... Bien sûr, il y a l'émotion, mais essayons de ne pas penser que nos concitoyens ne sont qu'émotions. N'ont pas de cœur. Non, pas seulement. C'est qu'ils n'ont pas qu'un cœur, ils ont aussi une tête. Et au contraire, ils se sont dit, on a une tradition d'accueil, il y a une noblesse à être français, il y a une noblesse à accueillir. Donc ça n'est pas seulement, je veux dire, il ne faut pas dévaloriser, parce que l'émotion, quand on dit ça, ça veut dire qu'on a fait pleurer tout le monde. Oui, mais c'est un élément qui a été important aussi, dans mon avis, dans le changement d'attitude. C'est aussi un peu de raison, c'est aussi un peu de grandeur, c'est aussi à un moment donné que chacun se grandit. Nathalie, d'accord avec ça ? Alors, moi, ce qui m'intéresse surtout dans cette affaire, c'est que je trouve qu'effectivement, il y a une réaction populaire qui dépasse la simple photo du petit Elan. Pour moi, je suis assez d'accord avec Ruth, c'est une prise de conscience aussi qu'il y a une distinction entre les migrants, dont on nous rebat systématiquement les oreilles dans les partis politiques, particulièrement à droite, et les réfugiés, ceux qui fuient des guerres, des conflits, des dangers pour leur vie personnelle. Et ce qui est assez intéressant dans cette affaire, c'est qu'en fait, l'opinion précède des politiques. Les politiques sont complètement à la remorque de l'opinion. Ils n'ont pas vu venir ce mouvement de générosité, ce basculement de l'opinion, et y compris un François Hollande qui lundi nous annonce qu'on va accueillir 24 000 réfugiés. Souvenez-vous quand même qu'au printemps, le gouvernement avait dit non au quota obligatoire qui avait été proposé par la Commission européenne. Vous parlez d'un élan, d'un basculement. Est-ce que vous êtes sûr qu'on est en train de vivre ça en France quand on voit les réactions de certains maires qui reflètent eux aussi ce qu'ils disent, l'opinion de mes concitoyens? Thierry Arnaud, avant d'écouter l'analyse par Bernard Sanez. Il y a une courte majorité de Français qui maintenant sont favorables à l'accueil, mais ça veut dire qu'il y a une très large minorité qui y reste opposée. Donc est-ce que globalement le pays reste divisé? Naturellement. Pour autant, voir un sondage qui change de 9 points en l'espace d'une semaine, c'est quand même rarissime, il faut bien insister là-dessus. Donc l'évolution de l'opinion, effectivement sous l'effet de cette photo, sous l'effet de la pédagogie, sous l'effet de la discussion, et sous l'effet aussi d'un chiffre, parce que je pense que les gens se sont dit, si ce dont il est question, c'est pour l'instant en tout cas, ou sur les 2 prochaines années, d'accueillir 24 000 personnes dans un pays de 65 millions d'habitants, c'est pas forcément insurmontable. Donc c'est tout ça mis ensemble, je crois, qui a fait ce basculement de l'opinion, même si évidemment le rôle de la photo n'est pas totalement négligé. Mais c'est fragile. Vous disiez, c'est sûr, voilà, c'est tout à fait fragile et c'est tout à fait juste que le pays reste divisé. Donc l'enjeu, c'est que l'accueil se déroule bien, que l'État se montre à la hauteur, que l'organisation, le financement, l'intégration petit à petit soit à la hauteur, et c'est un très grand défi. Et aujourd'hui, je sais qu'au gouvernement, on sait très bien que c'est là maintenant
qu'il faut passer à l'approbation. Maintenant, Exactement. On va y venir avec cette réunion à l'hôtel de Matignon aujourd'hui, justement, autour du Premier ministre Manuel Valls. Mais écoutons l'analyse de Bernard Sananès de l'Institut ELAB. C'est lui qui a mené cette enquête, justement, sur l'opinion française. La semaine dernière, les Français qui étaient favorables à cet accueil n'étaient que 44%. Ils sont aujourd'hui 53%. C'est 9 points de plus. On a parfois des variations d'une semaine à l'autre de 2 points à 3 points. 9 points, c'est extrêmement important. Ce sont les milieux populaires, les ouvriers et les employés qui, on le sait, voient traditionnellement l'immigration en général comme une concurrence pour l'emploi, concurrence pour les aides, qui sont les plus défavorables. Ce sont les seules catégories socioprofessionnelles qui sont défavorables à l'idée d'accueillir des migrants et des réfugiés. Thierry Arnaud. Donc il reste des divisions, effectivement. À l'instant, Bernard parlait des milieux populaires. On reste majoritairement opposé à droite aussi. Mais ce qui est quand même très frappant dans ce sondage, c'est l'ampleur, comme le soulignait Bernard à l'instant, mais deux, aussi le fait que l'évolution soit généralisée, c'est-à-dire la progression de ceux qui sont favorables à cet accueil, elle est partout. Elle est à gauche, elle est à droite, et elle est même là où on s'y attend le moins, c'est-à-dire au Front National, où ça reste ultra minoritaire naturellement. Il n'y a que 15% des sympathisants du Front National qui sont favorables à cet accueil. Mais ils étaient 9% la semaine dernière. Et les choses bougent de 6 points en l'espace d'une semaine, y compris au sein de l'électorat du Front National. Peut-être parce que dans l'électorat du Front National, on se dit que parmi ces réfugiés aussi, les réfugiés peut-être chrétiens aussi, les martyrs du terrorisme islamique à accueillir, on se dit bon il faut peut-être aujourd'hui que la France soit généreuse avec celles et ceux qui ont tourné les armes contre nous aussi. Même ennemi que nous. Justement, vous dites qu'il va falloir que le gouvernement fasse œuvre de beaucoup de pédagogie, qu'il explique aux Français, d'où l'intérêt de la réunion aujourd'hui à l'hôtel de Matignon. Manuel Valls qui réunissait tous les ministres concernés par cet accueil des réfugiés. Parce que le message va devoir passer auprès des maires, qui eux-mêmes, volontaires, qui d'eux-mêmes vont devoir passer le message auprès de la population. Cet accueil va avoir un coût qui va payer. On sait que, en ce qui concerne les réfugiés, il y a une somme qui chaque année est dédiée en France pour l'ensemble de ces réfugiés. L'enjeu est humanitaire autant que politique, parce qu'on a entendu aussi bon nombre de voix dire mais dans ma commune, moi j'ai déjà une liste d'attente pour des logements sociaux, j'ai des gens qui attendent qu'on leur donne un logement, j'ai des SDF que je n'arrive pas à caser, et là le gouvernement va m'imposer un quota de migrants. Non, non, pas possible. D'autant qu'à d'ici la fin de l'année, on a des élections qui arrivent, Thierry Arnaud. Oui, la suite est encore plus difficile pour les politiques à tous les niveaux, qu'il s'agisse de l'échelle nationale ou de l'échelle locale, bien sûr, pour les raisons que vous venez d'évoquer. Et la partie cruciale, elle se jouera effectivement dans les prochaines semaines, suivant la façon dont l'installation se passe, suivant la façon dont l'installation est vécue, tolérée, et où les choses se mettent en place. C'est parfaitement évident. Vous voyez bien d'ailleurs que les partis eux-mêmes ne savent pas sur quel pied danser dans cette affaire. Quand on regarde ce qui s'est passé à droite, silence total pendant des semaines. Vous voyez bien que la droite était extrêmement embarrassée par ce sujet. Les seuls qu'on entendait, c'était des gens type, par exemple, Christian Estrosi qui nous disait, sans aucun fondement, sans aucune preuve avérée, il y a des terroristes de Daesh infiltrés parmi les migrants. On avait aussi exactement. On avait aussi Nadine Morano qui nous disait... Face à Marine Le Pen, Christian Estrosi face à Mario Maréchal Le Pen, donc ceci explique assez largement cela. Nadine Morano qui nous parlait des réfugiés en disant, mais quand même, si nous on avait fait la même chose en 1940, on aurait dû rester pour combattre notre pays. Et aujourd'hui, pouf, tout s'est complètement retourné. Maintenant, la ligne politique des Républicains, c'est OK pour les réfugiés, on les accueille. C'était pas gagné jusqu'à maintenant. Je vous rappelle les propos de Nicolas Sarkozy aussi sur les migrants et la fuite d'eau qui avait beaucoup choqué. Depuis, on n'a pas entendu Nicolas. Alors, en contrepartie, ils insistent beaucoup sur une chose, OK pour les réfugiés, mais tout ce qui est clandestin ou immigration économique ou regroupement familial, là, il va falloir serrer les vis très fort. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a le FN en embuscade derrière sur cette thématique. Mais il y a un véritable enjeu pour Nicolas Sarkozy. Être un homme d'État, avoir une vision. Ou penser élection et purement calcul politicien. Et il y a un vrai rendez-vous avec l'histoire. Et je pense qu'il en a complètement conscience, parce que à la Baule samedi, ce qui était frappant dans le discours de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il était sur deux pieds à la fois. Il disait une chose et son contraire. Il dénonçait la brutalité de Marine Le Pen qui parlait des migrants, et en même temps, il n'était pas clair sur l'accueil des réfugiés. Et on sent bien qu'il était encore dans une sorte d'hésitation pour essayer de voir de quel côté il allait aller.
Apparemment, il devrait s'exprimer rapidement. Il est Et dans le Figaro de demain matin. voilà, dans le Figaro de demain matin. On a une idée déjà de... Non, pas encore. Non, C'est pas, pas encore. Et bon, alors, notez que Jean-François Copé a fait une déclaration qui a beaucoup intéressé, parce qu'elle était un peu à contre-emploi. Humaniste, oui. Voilà, qu'on l'a fait remarquer. Rappelez-vous que Nicolas Sarkozy s'était présenté en 2007 comme le Français de sans mêler, que lui-même a une histoire, donc, et qu'elle rejoint l'histoire de nombreux autres Français. Donc est-ce que dans cette interview, est-ce que dans les semaines qui viennent, il y aura cette dimension d'homme d'État qui sait voir peut-être dans l'histoire? Il n'évoque plus Angela Merkel, il n'a pas parlé d'Angela Merkel dans son discours de la Baule. Est-ce que demain il va l'évoquer? Bon, il y a un vrai enjeu, à mon avis, une dimension importante là, on l'attend, Nicolas Sarkozy, sur cette question. Du dossier des migrants au dossier économique, parce que ça c'est l'autre volet important pour le gouvernement, c'est d'obtenir des résultats, c'est d'avancer, c'est de relancer la machine. Et aujourd'hui cet homme a remis un dossier important au Premier ministre, s'appelle Jean-Denis Combrexel, conseiller d'État, 44 propositions pour privilégier la négociation collective, tenter d'assouplir aujourd'hui une machine économique qui a tendance à se gripper dans les rapports entre patronat et salariés. Manuel Valls lui-même le dit aujourd'hui, le code du travail tel qu'il est, ça ne va plus. C'est un fait. Notre code du travail est devenu un ensemble trop complexe, parfois même illisible. Oui, il est illisible le code du travail. Donc si on s'appuyait, si on laissait faire les entreprises, si on privilégiait le dialogue social, pas au détriment du code du travail, de ce qui est déjà écrit, non mais donner un peu plus de souplesse. Oui, mais ça veut dire que les partenaires sociaux doivent avaler une pilule. Assez grosse la pilule, surtout quand on la présente à la CGT et à Philippe Martinez. Le Premier ministre dit tout et son contraire. Quand on dit on veut préserver les 35 heures par exemple, et en même temps on dit mais il faut laisser la possibilité de négocier dans les entreprises, ça veut dire que chaque entreprise va avoir son code du travail. C'est-à-dire que les salariés ne seront plus égaux devant la loi selon la taille de l'entreprise, selon la présence ou non d'organisations syndicales. Eh bien, il y aura plusieurs codes du travail. Ça, c'est pas les valeurs de la République. Le code du travail, il permet d'avoir pour chaque salarié un minimum de droits. Après, dans les branches et dans les entreprises, on améliore ces droits. Donc, on ne peut pas dire qu'on va maintenir les 35 heures et en même temps dire on va négocier ça dans les entreprises. Alors là, puisqu'on a un président audacieux, c'est comme ça qu'il s'est présenté, François Hollande, que lui-même a dit il faut avancer. Là, voilà le dossier sur la table du président de la République et du Premier ministre. Que vont-ils en faire? Comment vont-ils avancer? Est-ce qu'ils vont oser? De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace? On va voir, Thierry Arnaud. J'en sais strictement rien, mon cher Alain Marchal, parce que si Manuel Valls nous explique aujourd'hui que le code du travail est illisible, il a raison de le dire. Je ne suis pas convaincu à ce stade que les intentions du gouvernement soient beaucoup plus lisibles. On sait ce qu'il ne veut pas faire, le gouvernement. Il ne veut pas toucher aux 35 heures comme durée légale du travail. Il ne veut pas toucher au SMIC et il ne veut pas toucher au contrat de travail, c'est-à-dire à ce fameux contrat de travail à durée indéterminée. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il va garder de ce rapport Combrexel qui fait 44 propositions? Lesquelles? Pourquoi? Dans quel contexte? On nous promet une loi avant l'été, avec les garanties que je viens de donner, mais pour le reste, franchement, on n'y voit pas très clair. Et sur ces sujets-là, le diable est dans les détails, et les détails n'en sont pas. Nathalie. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre ce que le gouvernement va faire dans cette galère. Parce que vous parlez de galère, vous? De galère. L'ambition est affichée par le gouvernement, par François Hollande, par Manuel Valls, de rendre le code du travail plus souple, plus lisible, et en même temps, quand on écoute... Il faut relancer la machine de l'emploi, il faut relancer les entreprises en embauchent. J'aurais tendance à penser, et on verra, la suite le dira, si c'est une réforme d'affichage ou pas, pour montrer que François Hollande réforme jusqu'au bout de son quinquennat, pour montrer qu'il aura tout essayé pour essayer d'inverser la courbe du chômage, parce que, comme le disait très bien Thierry Arnaud à l'instant, quand on écoute Manuel Valls et François Hollande, ils disent alors le code du travail, on le réforme, mais François Hollande a dit lundi, la durée légale du travail à 35 heures, pas touche. Manuel Valls a dit aujourd'hui, contrat de travail, pas touche. SMIC, pas touche. Donc en fait, qu'est-ce qui va rester à la négociation sociale? Parce que vous savez que tout ça va être soumis à une négociation sociale entre les partenaires sociaux. On peut se demander si la montagne ne va pas accoucher d'une souris et si on ne va pas avoir malgré tout une bronca à l'aile gauche du Parti socialiste. Les frondeurs sont déjà fous furieux de cette idée. Et chez les partenaires sociaux. J'ai retrouvé, pour vous donner une petite idée, une interview. On parlait de Nicolas Sarkozy à l'instant. Mars 2015, dans le Figaro, Nicolas Sarkozy dit « Il faut réformer en profondeur notre code du travail. Je propose de conserver les droits fondamentaux, mais de renvoyer tout le reste à la négociation en entreprise. » En gros, Nicolas Sarkozy en est arrivé.
Est-ce que François Hollande va le faire? C'est tout le sujet. Alors il y a une différence entre les branches et les entreprises déjà, et donc là, ce qu'on comprend, c'est que la première démarche, c'est d'abord de donner aux branches plus de marge de manœuvre avant même d'arriver à l'entreprise. Et à la condition de supprimer beaucoup de branches. Puisque voilà, et de passer de 750 à une centaine de branches. Donc ça, c'est une simplification. Globalement, ce qu'on entend, je suis tout à fait d'accord avec vous deux, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne va pas du tout révolutionner les choses. On va nettoyer, on va alléger, on va essayer, je ne sais pas si on y arrivera, et on va essayer de simplifier. Et je suis d'accord que c'est une réforme très politique, c'est-à-dire que elle a pour objectif de montrer qu'on déverrouille dans le même état d'esprit que la loi Macron, dans le même état d'esprit qu'un certain nombre d'autres mesures, que le pacte de responsabilité. On a un président qui, il y a 48 ans, nous a dit « je fais des choix », qui au cœur de l'été nous a dit « je suis audacieux ». Donc ça, ça ne doit pas rester lettre morte, il doit le prouver maintenant. Alors il s'appuie quand même sur un syndicat, parce que la CFDT est tout à fait d'accord pour regarder un certain nombre de choses, à condition que justement le SMIC, le CDI et les 35 heures ne soient pas remises en question, d'alléger et de faire des négociations branche par branche. Mais ça aussi en soi c'est un problème, et c'est la raison pour laquelle l'idée de dire il faut négocier le plus possible dans les entreprises est une bonne idée. Pourquoi? Parce que s'appuyer sur un syndicat c'est très bien, mais je rappelle au passage que 92% des salariés en France ne sont pas syndiqués. Et l'un des problèmes fondamentaux qu'on a sur tous ces sujets aujourd'hui, c'est, désolé de le dire, mais les syndicats ne sont plus des institutions qui sont véritablement représentatives des salariés en France aujourd'hui. Le FN, parlons-en, c'est la mise en examen ce soir en tant que personne morale pour recel de produits d'abus, de biens sociaux et complicité d'escroquerie. Les juges soupçonnent la mise en place d'un système de surfacturation lors des législatives 2012. En fait, tout est parti du micro-parti. Jeanne, qui vendait des kits électoraux aux candidats au départemental, mais pour acheter ce kit, il fallait signer un prêt auprès de Jeanne. Et au final, c'est l'État qui rembourse. J'espère que j'ai été clair dans le mécanisme. Quoi qu'il en soit, c'est une manœuvre politique, le dossier est vide, c'est ce que dit Philippot. La haine de M. Valls et de Mme Taubira contre les Patriotes et le Front National est tellement visible, tellement assumée de leur part. Ils n'arrêtent pas de cracher leur haine contre le Front National qui les inquiète par sa dynamique électorale, que les Français ne sont pas dupes. Ils voient bien que toute cette justice est instrumentalisée, ils voient bien que le dossier est vide parce que c'est de plus en plus creux et qu'on n'y comprend rien et que tout est légal. Et donc je crois au contraire que les Français vont se dire bon, ça suffit, le pouvoir ne peut pas utiliser tous les moyens, y compris la justice, dans le seul but d'essayer de salir des adversaires politiques qui dérangent. Voilà, le député européen est persuadé que c'est un complot ourdi depuis la place Vendôme et Matignon. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le parti et les électeurs, Nathalie ? On va voir si cette rhétorique-là qui l'emporte, la rhétorique de l'acharnement judiciaire, on l'a déjà entendu beaucoup dans la bouche d'un ancien président de la République. On l'entend généralement dans la bouche de tous les politiques qui sont mis en cause par la justice. Mais est-ce que ça va avoir un impact? En tout cas, le Front National est devenu un parti comme les autres, avec ses problèmes judiciaires, avec ses guéguerres internes, ses petites phrases, ses luttes intestines. Donc Marine Le Pen qui revendiquait une différence, une espèce de moralité supérieure aux autres partis, et bien finalement on s'aperçoit qu'elle est comme les autres. En tout cas un enjeu important parce que l'accusation est quand même sérieuse, grave. L'accusation c'est, pour l'exprimer de manière la plus simple possible, c'est le Front National s'est servi de la campagne et de ses candidats pour arnaquer le gouvernement en vendant des kits de campagne trop chers, arnaquer l'État, vous avez tout à fait raison, en vendant ces kits de campagne à un prix surévalué, en sachant que les dépenses électorales étaient remboursées par le gouvernement, donc par le contribuable. Donc l'issue de ce procès est quand même pas anodine pour le parti de Marine Le Pen. Et s'il y a des problèmes judiciaires pour le Front National, l'horizon judiciaire s'éclaircit peu à peu pour Nicolas Sarkozy, puisqu'il y a un non-lieu maintenant dans l'affaire dite dépassement de campagne 2012 payé par l'UMP. Le dossier Bettencourt, terminé. Le dossier des dépassements de campagne, non-lieu, terminé. C'était prévisible, honnêtement, sur cette affaire des dépassements de campagne, c'était très prévisible. Beaucoup d'observateurs et de spécialistes avaient vraiment évoqué cette possibilité. C'est pas une surprise. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires dont on parle et puis qui se concluent par des non-lieux ou par aucune suite. Et il faut laisser la justice travailler. Oui, et puis comme journaliste, on doit être extrêmement prudent, bien faire attention à évoquer à quelle étape on en est de la procédure et de ne pas avoir l'air de penser que parce qu'on évoque une affaire, même pour le Front National tout à l'heure, parce qu'on ouvre une information, parce qu'on ouvre, alors il y a culpabilité. Donc ça c'est très important. On a la banane rue de Vaugirard, si je puis dire. On est très discret rue de Vaugirard. Ils ont décidé de faire profil bas parce qu'effectivement ça cogne un petit peu avec la rhétorique habituelle qui est celle de l'acharnement des juges, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a un non-lieu. Et ils veulent pas trop la ramener, pas agiter un petit peu des vieilles tensions autour de cette affaire. Pourquoi? Parce que
pour la faire très courte, dans cette affaire, Nicolas Sarkozy soupçonnait un complot organisé contre lui par François Fillon. Avant l'été, un de ses proches me disait même cette phrase terrible, me disait « Les cadavres qui étaient accrochés au croc de boucher, en l'occurrence Dominique Villepin, se sont décomposés, la place est libre pour Monsieur Fillon. » Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les régionales arrivent, on se tait. Les tweets, vos réactions, et c'est le dossier des réfugiés qui vous fait beaucoup réagir ce soir. En quelques signes, accueil des réfugiés, François Hollande devoir mettre les moyens pour des régularisations rapides, me dit-on. C'est vrai que c'est une question de financement et une question de rapidité d'instruction dans les dossiers. C'est malheureux de voir qu'il faut un petit échoué sur la mer pour réagir. C'est toujours les migrants encore. Vous m'écrivez comme Bob Moran, pourquoi ne pas utiliser toutes ces casernes fermées pour cause budgétaire. J'ai vu que l'assistance publique hôpitaux de Paris allait mettre un certain nombre de lits aussi à disposition des migrants. Et puis si Mme Merkel veut migrer d'Allemagne, je propose de l'accueillir. Il faut des hommes et des femmes d'État en France. Il en manque. Bim, on va terminer là-dessus. Politique aux Absidies, Tatiana Renard-Barzac.